Le prochain intervenant est notre coprésident, M. Thomas Green, qui va nous faire son topo. Beaucoup de bruit sur la consommation énergétique net zéro, leçon tirée des premières habitations durables à consommation énergétique net zéro au Canada. Thomas a plus de 20 ans dans l'éducation, l'innovation, mettant l'accent sur des maisons durables qui ne coûtent pas une fortune. Et il a travaillé sur l'approche de logement durable, les méthodes de conception, de construction, la modélisation et la durabilité. Il a lancé plusieurs initiatives, y compris la démonstration de maisons durables sans barrière, des expositions au Centre de sciences de Montréal, la Foire des carrières et l'initiative de démonstration de maisons durables Equilibrium. Son topo va traiter des leçons apprises et des nouvelles approches dans le cadre des maisons Equilibrium, un projet de nouvelle génération. Il a proposé quantité de projets dans différents marchés régionaux avec différents climats dans le pays. L'on vise donc la nouvelle génération de maisons durables au Canada. Alors joignez-vous à moi pour accueillir Thomas. Merci beaucoup, Chris. Rebonjour à tous. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour vous parler des leçons apprises dans la quête de maisons durables à consommation énergétique net zéro. C'est un voyage de 8 ans, beaucoup plus long si l'on tient compte de tous les autres projets, toutes les autres initiatives que nous avons eues au Canada au cours des 20-25 dernières années. C'est très enthousiasmant en ce moment parce qu'il y a beaucoup de développement en matière de maisons durables abordables à faible consommation énergétique. Alors, vu qu'on met l'accent sur les résultats, dans le cadre de ma présentation, je vais parler de solutions fondées sur une fondation de recherche, un processus de design et de conception informé, et en utilisant l'évaluation post-occupation pour être certain d'obtenir les résultats que nous envisageons. Lorsque nous avons entamé ce voyage, nous n'avions pas beaucoup de résultats à l'époque, mais nous avions beaucoup de questions. Par exemple, est-ce que les consommateurs sont intéressés par ces solutions? Est-ce que notre concept et le secteur de la construction sont prêts? Est-ce que c'est réalisable au Canada? Est-ce que ça fonctionnerait? Est-ce que les gens aimeront cela? Et est-ce que c'est abordable et répétable? Alors voilà les questions clés qui ont ouvert le débat. Toute discussion sur l'efficience énergétique ou des améliorations sur ce plan repose sur une question. Qu'est-ce que ça va rapporter? C'est une mesure très importante, certes. La discussion actuelle sur l'efficacité énergétique examine des avantages multiples et un large éventail d'effets positifs possibles sur le plan qualité et rendement. On a évoqué certaines de ces choses hier dans le cadre de nos discussions. Alors, rapide cliché de la situation pour ce qui est de l'efficacité énergétique du secteur résidentiel canadien. Entre 1990 et 2010, la consommation d'énergie du secteur résidentiel au Canada a augmenté de 6 %. Donc, on va dans la mauvaise direction par rapport à l'équipe qui se rend à Paris pour la conférence COP21. Il y a plusieurs raisons à cela. Notre consommation a donc augmenté de 6 % en dépit du fait que le rendement moyen des bâtiments se soit amélioré, en fait, de 21 %. Donc, les bâtiments eux-mêmes sont plus efficients ces jours-ci en moyenne, mais l'on constate malgré tout une augmentation de la consommation énergétique du secteur résidentiel. Alors, les raisons à cela, croissance démographique, et les tendances des consommateurs. Les Canadiens ont de plus grosses maisons en ce moment. Et il y a en fait moins de gens qui y habitent, qui y vivent. Et les ménages à faible revenu, typiquement, courent le plus grand risque. Risque pour la santé et la sécurité. Du fait de maisons inférieures aux normes. Et les dépenses énergétiques ont une incidence sur l'abordabilité du logement. Les familles à faible revenu consacrent plus de 17 % de leurs revenus à l'énergie consommée par le ménage, alors que les autres ménages n'y consacrent en moyenne que 4 %. Alors, comment un programme de recherche peut-il informer
les résultats et l'amélioration des résultats sur le plan consommation énergétique. Alors, une étude de cas. Les maisons Equilibrium. C'est une initiative nationale de conception, construction, démonstration de maisons durables immédiatement commercialisables, ce qui veut dire qu'il s'agit de prototypes en utilisant des technologies et des solutions qui existent déjà sur le marché. Alors, on a voulu construire des maisons durables, saines, à faible consommation d'énergie, éco-efficaces et abordables, pouvant être vendues sur le marché pour que le constructeur se tire bien d'affaires. On a demandé aux équipes de viser une consommation énergétique nette, proche de zéro ou zéro et faible impact environnemental sur le sol, l'eau et l'air. L'éducation compte beaucoup. Donc, recherche, projet de recherche pour les maisons de démonstration, la phase de démonstration elle-même pour rehausser la sensibilisation et surveillance du rendement et production de rapports. Alors, l'approche qu'on a utilisée a été d'avoir des équipes interdisciplinaires dirigées par des constructeurs. C'était une collaboration entre le secteur et le gouvernement pour ce qui est de cette initiative. Toutes les équipes ont dû participer à des ateliers, des périodes intensives d'1 à 10 jours, axés sur les objectifs et ce qu'il faut faire pour les atteindre. Toutes les équipes devaient avoir des démonstrations pendant 6 mois. Il fallait une surveillance du rendement pendant 12 mois avec des occupants pour tous les projets. Il y a eu beaucoup de publications, de conférences, etc. Et il y a eu 3 forums techniques à l'échelle du pays, encore une fois, pour livrer l'expérience acquise et les leçons apprises. Alors, il fallait avoir une définition commune de ce que l'on entendait. Alors, il s'agit d'une vision pour un équilibre entre notre environnement naturel et les milieux bâtis. Alors, l'initiative a été construite autour de 5 principes clés. Alors, santé, énergie, ressources, environnement, abordabilité. Et il y a là 27 indicateurs. Donc, c'est très holistique, très large. L'énergie est un paramètre, mais la qualité de l'air intérieur et la consommation de ressources comptent aussi. Alors, comme je l'ai dit au début, nous avons commencé avec beaucoup de questions au sujet de cette initiative. Il fallait y répondre, alors que nous voulions tendre vers des modèles plus durables. Alors, est-ce que c'est intéressant pour les consommateurs? Eh bien, lorsque nous avons lancé une initiative, nous avons fait des études de marché, des groupes de consultation auprès des consommateurs. Ils ont dit « Ah, ça semble bien ». On a décrit le modèle, ils ont dit « Ah, ça paraît bien ». C'est peut-être trop beau pour être vrai. Puis ils avaient d'autres questions. À quoi ça va ressembler? Est-ce que je pourrais vivre en ville? Ils se sont dit que peut-être qu'une maison verte devait être en campagne et ils aiment bien leur mode de vie urbain. C'était déjà à Montréal. Est-ce que ça va vraiment fonctionner? Qu'est-ce que ça va coûter? Depuis, l'on poursuit nos études de marché et on a de plus en plus d'informations au sujet des tendances. Et en 2014, on a mené une enquête avec CHBA et on a déterminé que d'ici 2017, 70% des répondants prévoient qu'au moins 30% de leur construction sera durable et la moitié disent que plus de 60% de leurs projets seront durables. Donc, la tendance se maintient. En 2015, le CHPA a fait une étude sur les 10 principales exigences des acheteurs et parmi les préférences, c'était des appareils éco-énergétiques. Ce qui leur plaît le plus, essayez de deviner. Des grands placards dans lesquels on peut circuler, à condition que ces placards soient efficients. Alors, la première question, est-ce que notre concept et le secteur de la construction sont prêts? Eh bien, on a commencé par mener des entrevues auprès d'intervenants clés, promoteurs, constructeurs, et ils ont identifié des éléments
important pour eux. Efficience énergétique, mais avec des attributs santé. Et ils ont pensé que le produit serait plus facile à vendre avec ces éléments. Donc, des caractéristiques importantes, qualité de construction, coût, bien sûr, veiller à ce qu'on ait des éléments verts et certification par un tiers. Et ils ont également cerné des obstacles à la mise en œuvre, au déploiement de ces projets. Coût initial, risque, complexité. Donc, rendement, durabilité, réglementation, pratique d'inspection et évaluation. Et ces secteurs n'étaient pas très au courant des nouveautés. Depuis que nous avons lancé Equilibrium, il y a de cela plusieurs années, il y a de plus en plus d'initiatives du genre disponibles. On a eu R2000, Energy Star, LEED. En 2009, donc, c'était LEED du Conseil des immeubles verts. Et on voit de plus en plus de projets axés sur les normes européennes pour les maisons passives. Ressources naturelles Canada a lancé un projet pilote R2000. Il y a aussi une initiative éco-énergique. 5 constructeurs construisent chacun 5 maisons énergie net zéro. Et il y a un conseil qui vient d'être créé en vue d'un étiquetage de ces maisons énergie net zéro, programme d'étiquetage, marketing et communication. Ça paraît bien, il y a beaucoup d'intérêt. Est-ce que c'est vraiment réalisable au Canada? Alors, la première étape avec Equilibrium, c'était le lancement d'un projet pour tester les eaux. 630 compagnies ou particuliers se sont déclarés intéressés. Il y a eu des évaluations par des comités indépendants. Il y a eu 15 équipes choisies. 11 ensemble ont été construits. Et on a construit ainsi 16 logements. Les projets sont répartis à l'échelle du pays, de l'ouest à l'est, dans différents marchés régionaux avec différentes conditions climatiques. Ce qui est intéressant, c'est une variété de projets. Nous avons des familles, ou plutôt des maisons unifamiliales, des unités en condominium. Il y a des emplacements dans les villes et sur des sites très complexes à la campagne, la rénovation d'une maison qui date de l'après-guerre et un projet social aussi. Donc, une vaste gamme de projets. Est-ce que tout cela va fonctionner? Pour mieux comprendre, passons aux mesures de surveillance du rendement. Nous voulions savoir quelle est la consommation énergétique sur le plan mesure, quelle est la production d'énergie. On a voulu aussi vérifier l'étanchéité et le confort thermique et la qualité de l'environnement intérieur. Donc, on veut savoir comment cela fonctionne avec de vrais occupants sur le terrain. Christian a beaucoup parlé de l'évaluation du rendement. C'est très important au début. Lorsque vous vous efforcez d'atteindre les objectifs, tous les projets dans l'initiative ont utilisé la grille Hot 2000 qui les a guidés en vue de l'atteinte des objectifs. Vous voyez tous les projets Equilibrium en rouge avec des cotes très élevés allant de 94 pour la Now House jusqu'à 100. Et 100, c'est donc une maison énergie net zéro. Donc une maison qui produit autant d'énergie qu'elle consomme annuellement. Alors, qu'a-t-on fait pour atteindre ces rendements avec les modèles? Tout d'abord, il y avait beaucoup d'isolation sous la dalle, dans les murs, le sous-sol, les murs supérieurs, le toit dans certains projets. Et il y a même des niveaux
d'isolation air sans dans les greniers, donc à peu près 2 pieds d'épaisseur d'isolation soufflée. Donc c'est nettement supérieur à la moyenne. Autre caractéristique clé, une construction très étanche, hermétique. Alors, on a des valeurs d'étanchéité de moins 0,5 et certains projets affichent même moins que les normes passives de 0,6 échange d'air de l'heure. Et le projet de rénovation, c'est le Now House. On a pu mesurer l'étanchéité avant-après, c'est passé de 5,6 à 2,6. Autre résultat très intéressant, il y a eu toute une gamme d'approches utilisées pour atteindre ces niveaux de rendement, depuis la mousse projetée aux panneaux isolés structurels, des murs à cadrage double bâtis sur place, des murs modulaires construits en atelier, du béton coulé isolé dans certains projets, et on a même eu un projet modulaire construit en usine et assemblé sur place en une journée. Donc beaucoup de solutions. Mais un point commun de tous ces projets, ils mettent beaucoup l'accent sur l'efficience énergétique et la conservation énergétique. Encore une fois, avec l'efficacité de l'enveloppe et l'aménagement intérieur avec des appareils efficients, des éclairages LED, des systèmes mécaniques très écologiques. Et on a même voulu utiliser des systèmes d'interrupteurs pour éliminer le gaspillage. L'idée était d'optimiser le design solaire passif avec beaucoup d'éclairage naturel. On a voulu capter l'énergie solaire, utiliser des écrans pour éliminer les gains de chaleur lorsqu'on ne les voulait pas. Et tous les systèmes intégraient les énergies renouvelables pour pouvoir utiliser toutes les technologies photovoltaïques, solaires, thermiques. C'était la majorité. On voit beaucoup d'applications et de technologies utilisées. Donc, encore une fois, tout un éventail de solutions. Dernière étape, on a cherché à récupérer la chaleur qui est perdue dans la maison avec la récupération par le biais des systèmes de ventilation et d'eau de drainage, l'image en bas à droite. Donc, voici un tableau de tous les systèmes renouvelables, récupération de chaleur utilisée. Ce qu'il faut voir ici, c'est que toutes les équipes ont accordé beaucoup d'importance aux capteurs thermosolaires. Tous sont des cellules photovoltaïques pour produire de l'énergie. Alors, quel a été le résultat une fois mesuré? Ici, sur ce graphique, il y a beaucoup de renseignements, donc vous pourrez utiliser ce document comme ouvrage de référence par la suite. Les lignes rouges ou les barres rouges correspondent à la consommation d'énergie pour ces projets comparativement aux maisons classiques bâties pendant la même période. Il y a beaucoup d'écarts. Tout dépendait des objectifs des équipes et du lieu. Ces projets, dans l'ensemble, utilisent beaucoup moins d'énergie que les maisons conventionnelles. Les barres en vert correspondent à la production d'énergie, donc combinaison photovoltaïque et solaire thermique. Et le bleu, c'est l'équilibre énergétique net, c'est vraiment la consommation plus la production d'énergie renouvelable. C'est la différence. Alors, si l'on regarde la façon dont l'énergie est utilisée dans une maison canadienne typique, on voit que le gros de la consommation, c'est le chauffage de l'air. C'est assez typique. Et les deux autres éléments, eau chaude et éclairage, appareils ménagers et prise. Ici, on regarde le projet Avalon Discovery 3 et on voit qu'il y a une évolution avec le camembert. La plus grosse charge d'énergie provient de la catégorie appareil, éclairage et charge des prises de courant. On voit que cela compte très lourd dans cette mesure. Le chauffage des locaux a beaucoup baissé et la consommation d'énergie pour l'eau chaude a beaucoup baissé aussi. Le blanc, c'est l'énergie qu'on n'a plus à fournir ou à acheter dans la maison du fait du rendement élevé
du design. Et Avalon n'était même pas parmi les projets les moins consommateurs d'énergie. Donc voici les mêmes informations en code à barre. Et vous voyez pour chacun des projets ce que cela donne, encore une fois, pour la majorité des projets. La catégorie appareil éclairage en violet, c'est la catégorie la plus importante pour le gros des projets, donc, parce qu'il y a l'enveloppe qui a réduit la charge de chauffage. Harmony House, c'est en vert et c'est juste parce que on n'avait que le total, il n'y avait pas la ventilation. Certains aiment examiner l'intensité énergétique, c'est ce qu'on consomme par mètre carré par an. Donc c'est un graphique semblable. On regarde les 11 projets, on voit qu'encore une fois, les appareils ménagers et l'éclairage comptent pour le gros de la consommation. Production d'énergie renouvelable mesurée, le gros élément, le plus gros élément, c'est le solaire électrique, les panneaux PV, avec une contribution du côté solaire thermique et pompe solaire dans le cas d'un projet. Et l'anomalie, c'est la maison Now avec la Renault, le projet Renault. Vous voyez que le système solaire thermique a amené une pénalité pendant la période de surveillance. Le rendement n'était pas optimal, pas du tout. Et en fait, cela coûtait de l'argent, ces systèmes, au lieu d'en économiser. On ne parle pas juste de l'énergie, on pourrait passer beaucoup de temps à discuter de cela, mais il fallait examiner les indicateurs 2017. Donc, on a mesuré la consommation d'eau potable pour ces projets. Et tous les projets neufs ont affiché des réductions marquées du côté de la consommation d'eau potable par rapport à la moyenne canadienne, 221 litres d'eau par jour par personne. Le Now House a amélioré sa consommation énergétique, l'a réduite avant la Renault, mais cela demeure supérieur à la moyenne nationale du fait des choix de vie des occupants. Alors, pendant la première présentation, on a parlé de la modélisation pour améliorer le rendement et tous ces projets, comme je l'ai mentionné, ont fait l'objet de modélisation. Voici une comparaison entre la consommation d'énergie prévue et la consommation véritable. Et dans la plupart des cas, la consommation d'énergie mesurée était inférieure à ce qui avait été prédit. Donc, pour la plupart, il n'y a pas eu de mauvaise surprise. Et si l'on regarde la production d'énergie prévue par rapport à la production mesurée, sur 9 des 11 projets, la production mesurée était inférieure à ce qui avait été prévu. Comme Christian l'a dit, il n'y aura jamais une concordance exacte, mais on veut être dans la bonne fourchette et on veut maintenir les calibrations pour veiller à ce que cela reflète le mieux ce qui pourrait se passer en réalité. Je crois qu'il y a plusieurs raisons à tout cela. À partir de nos enquêtes et de nos visites in situ en hiver, il y a certains des panneaux où on a vu que c'était un facteur. Alors donc voici les différences entre l'énergie nette prévue et mesurée. Et le bleu, c'est les valeurs de production. Donc vous constaterez que dans aucune maison, nous sommes parvenus à la cible nette zéro. Mais les deux projets étaient près de cela, 171 kW dans le cas d'une maison et EcoHaven un petit peu plus de 141, donc une consommation énergétique était faible. Comme je l'ai dit, il y a certaines raisons pour lesquelles la modélisation du rendement mesuré ne correspond pas. C'est dans le cas d'une production d'électricité autour du net zéro qu'on voyait les valeurs mesurées sont en bleu par rapport à la courbe rouge qui est prévue. Ça suit à peu près la courbe, sauf les mois d'hiver à cause de la neige qui vient encombrer les panneaux. Il y a de l'ombre et également l'angle du rayonnement solaire sur les panneaux vitrés qui peuvent ralentir l'inefficacité. Dans le cas de EcoHaven, la version modélisée, c'est en rouge
Et la version mesurée, ce sont les graphiques à barres. Dans ce cas-là, c'est l'été où il n'y a pas véritablement de recoupement. Donc après tout cela, on pense que les choses fonctionnent bien et le niveau de rendement mesuré est apprécié. Et donc on boucle la boucle à terme, après une évaluation à la suite de la prise en compte de la maison. On a suivi pendant 1 an les occupants pour savoir à quoi ressemblait la vie dans une maison énergétiquement durable. Nous avons recueilli les informations, nous avons fait un rapport à ce sujet. Parmi les résultats intéressants, c'est que le choix d'un logement durable est principalement motivé par un intérêt pour la qualité de l'emplacement, en plus du rendement. Donc, vous voyez, cette question d'emplacement est très importante, et cela en regard des déplacements quotidiens des occupants. Alors peut-être, il faudra peut-être rajouter emplacement et faible consommation d'énergie. Mais il y a aussi un lien entre l'emplacement et la durabilité, parce qu'une maison à énergie net zéro est possible, tout dépendant de son emplacement, on peut y avoir un impact global sur la consommation énergétique. Les gens ont également indiqué que les bâtiments durables offrent un degré élevé de confort tout en ayant recours à une technologie simple. Alors donc, il y a des gens qui n'utilisent pas d'énergie la nuit. Quand vous regardez les rendements énergétiques, on peut se rendre compte pourquoi est-ce que ça peut augmenter à un moment donné. Et dans ce cas-là, les gens savaient qu'ils rentraient dans une maison à faible consommation d'énergie et ils n'avaient pas en fait de relevé de leur consommation d'énergie. Et on s'est rendu compte qu'ils cherchaient à améliorer encore plus leurs habitudes de consommation pour réduire la consommation d'énergie. Ça a été un effet intéressant. Les répondants ont dit que les coûts d'achat ou de construction dans le logement durable n'est pas considéré comme prohibitif. Et là, vraiment, ils se sont rendus compte qu'il y avait des avantages financiers à terme. Et en parlant avec les voisins, ils se sont rendus compte à quel point il y avait des différences de factures énergétiques. L'autre élément, c'est que les bâtiments durables, offrant un degré élevé de confort tout en ayant recours à une technologie simple, reçoivent un accueil très favorable. Les gens préfèrent donc trouver des façons simples d'économiser l'énergie, rien de très complexe, pas de recours à des moyens mécaniques, et dans leur effort visant à s'approcher de la cible de consommation, de zéro net. Il y a dans la première génération de maisons, on avait recours à des systèmes thermiques pour le chauffage de l'espace et les occupants parfois estimaient que ces systèmes posaient problème au niveau de l'entretien. Alors pour ce qui est de l'aspect passif du chauffage à cause de la qualité de l'enveloppe, on passe de... s'il y a des panne d'électricité, la baisse de température était nettement atténuée grâce au gain en énergie solaire et au rendement de l'enveloppe. La vie dans une maison durable est très satisfaisante pour les occupants. Ils estiment que c'était très confortable à l'intérieur, que la température demeure constante et confortable, peu importe où ils se trouvent. Ils peuvent être allergiques à la poussière, au pollen, certains matériaux. Ils se sentent bien et c'est comme un refuge pour leur santé. Tout compte fait, ils se disent que s'ils devaient construire une autre maison, elle aurait sensiblement les mêmes caractéristiques. Si bien qu'ils n'envisagent pas d'autres lieux où ils pourraient vivre et que s'ils déménageaient, ils voudraient retrouver une maison du même genre. La plupart des personnes interrogées estiment qu'il est plus important de vivre dans une maison à faible consommation d'énergie que dans un bâtiment à consommation énergétique net zéro.
C'est un distinguo important parce qu'il y a une différence de complexité et de coût pour passer d'une faible consommation à une énergie zéro net. Les systèmes photovoltaïques sont populaires parce qu'ils sont relativement simples et faciles à utiliser et n'ont pas beaucoup d'impact sur le propriétaire. Il y a même des gens qui ont dit que c'était assez cool de produire de l'énergie comme cela pour parvenir à l'efficacité énergétique. Tous les gens ont dit que faire l'expérience d'une maison durable est absolument incroyable. Ils ont une opinion très favorable à leur égard. Ils sont tout à fait d'accord avec l'idée de vivre dans une maison durable. Ils en parlent à leur entourage et ils encouragent les gens à habiter dans une telle maison et ils affirment qu'ils chercheraient à habiter dans ce genre de bâtiment s'ils devaient déménager. Cela étant, est-ce abordable? L'une des équipes a recueilli des informations sur l'augmentation des coûts associés au passage d'une construction standard à une consommation nette zéro. Alors on commence par la courbe à gauche et si l'on ajoute des mesures de conservation, c'est-à-dire les différentes interventions au-dessus de la ligne rouge, on continue de réduire les exigences énergétiques au point où 78%, pour ne pas dire 80%, du passage pour en arriver à une énergie net zéro représente 80% des coûts. C'est un différentiel de 80%. Et il y a 22%, dans 22%, c'est un cas de MER, autrement dit 80% encore une fois des coûts différentiels. Donc c'est encore une fois l'approche la plus efficace et la plus rentable. Pour ce qui est du profil de coût, entre la maison nette Riverdale et la prochaine génération, à gauche vous avez le modèle Riverdale net zéro. Vous avez un différentiel de coût de 110 000 $ par unité. Le projet suivant, réalisé par la même équipe, qui a fait plusieurs maisons énergie zéro, c'est Mill Creek. Le coût diminue de 67 000 $ et la troisième génération, Belgravia, ce n'est plus que 58 000 $ de différence avec le même niveau de rendement. Et c'est grâce à une meilleure expérience, amélioration de l'enveloppe et élimination du système thermosolaire avec des nouveaux capteurs et donc la pose de système photovoltaïque PV. Au niveau de l'isolation, il y a une amélioration qui fait qu'il n'est pas nécessaire d'installer des systèmes très coûteux et on peut se rabattre sur des systèmes de plainte électrique. Alors évidemment, à partir de l'expérience de ces premières maisons, on voit maintenant apparaître de plus en plus de projets de logements abordables à plusieurs unités de logement. On a plusieurs exemples au Canada avec une même tendance aussi à l'échelle internationale. Cela est-il reproductible pour arriver à quelque chose de très généralisé? L'exemple qui nous intéresse, c'est Nahaus. C'est l'amélioration d'une maison qui date à 1986. Au début, donc, c'était dans la région de Sussex. Et on a voulu augmenter le rendement et réduire le coût d'occupation. On a mené le projet Windsor 5 qui a permis de tester plusieurs projets pour obtenir un rendement maximum. Maintenant, il y a 85 autres projets qui ont été lancés. C'est donc un cas de réussite pour ce qui est de la rénovation domiciliaire. Nous avons adopté
une approche qui est assez régulière en matière de conception intégrée adaptée au climat. Beaucoup d'intérêt autour de la construction favorisant l'économie de l'énergie, le chauffage et la climatisation à l'énergie solaire passive, incorporation de systèmes de contrôle de l'environnement, également utilisation ou exploitation de l'éclairage naturel, conservation des ressources en utilisation des matériaux. Et vous arrivez donc à une maison à faible consommation d'énergie. Si vous voulez en arriver au net zéro, vous pouvez à ce moment-là changer le mode d'énergie en cours d'année parce que vous allez avoir un système biénergique, etc. À l'expérience, on voit se dégager une formule pour un logement abordable à faible consommation. Ça commence dès la conception. Ça rejoint ce qu'a dit Christian tout à l'heure. Il faut donc commencer par une vision de conception de logement durable, enchaînée sur un processus de conception intégrée, énoncer donc les solutions. Ensuite, il faut envisager le financement optimisé, qui est un équilibre entre les coûts d'immobilisation et le financement de l'opération. La modélisation du rendement est très importante. Il faut comprendre la nature des bâtiments. Il faut savoir exactement comment on va s'acheminer vers les objectifs. Ensuite, il faut évidemment faire une construction en fonction de ce qui avait été construit au départ, donc construction de qualité. Ensuite, mise en service des bâtiments, évaluation après emménagement. Cela permet de rajuster les processus, de faire les calibrages nécessaires. Il faut aller recueillir les commentaires des occupants pour savoir quelle est l'expérience. Et il faut aussi éduquer les gens sur l'utilisation, l'entretien et les réparations afin de continuer à respecter les objectifs de rendement dans le temps. Très intéressant ces jours-ci, c'est que on voit que de plus en plus de nouveaux projets de logements abordables apparaissent dans le monde entier, avec à la clé des consommations d'énergie très faibles. Voici quelques exemples de projets de ce genre au Canada. Et dans la prochaine présentation, Daniel Pearl va vous en parler plus en détail. Nous avons donc commencé par un ensemble de questions. Les maisons présentent-elles sur des maisons à durable à consommation énergétique net zéro? Et les réponses, c'est un oui, absolument. Il va falloir effectivement conduire davantage d'évaluations pour améliorer les résultats, mais on voit bien que l'industrie est en train de s'équiper et d'apprendre pour mener à terme des projets intéressants. Il y a des phases de... Il y a aussi donc des maisons menées par des projets qui sont menés à différents égards pour continuer d'étudier cela, comme l'initiative des maisons Equilibrium. Il y a des maisons qui sont ouvertes pendant 6 mois à titre de démonstration pour le public et les spécialistes. Comme vous voyez, vous avez le nombre de visiteurs en bleu et le nombre de projets, enfin le nombre de durées en mois qui sont montrés. Mais je dirais qu'il y a une exposition de 10 ans à ces projets où les gens vont venir voir ce qui se passe, voir ce qui est réalisable. Et le nombre de visiteurs est d'environ 70 000. Vous avez beaucoup de ressources qui sont disponibles sur le site de notre comité. Beaucoup d'observateurs du logement au Canada aussi qui présentent une revue annuelle détaillée des conditions. On apprend comment parvenir à des logements à faible consommation d'énergie et l'on est informé de ce qui a fonctionné. Merci beaucoup.
Thank you, Thomas. If there are any questions, Merci Thomas. Est-ce que vous avez des questions? I'll start off with one then. Well, you guys. Je vais en poser une. S'agissant des coûts additionnels, combien de facteurs interviennent? Épaisseur. Dans des marchés, par exemple, comme Vancouver, où ça peut être relativement coûteux d'apporter ces modifications, eh bien, nous ne sommes pas vraiment rentrés dans le détail quant à la perte de la superficie à cause de l'épaisseur des murs, mais il y a un différentiel de coûts que l'on constate. Ça n'est quand même pas illustratif des prochains projets parce que vous avez une diminution des coûts radicale et puis aussi vous avez la diminution des coûts du photovoltaïque qui a incroyablement baissé par rapport au début de la période. Il y a énormément de changements qui ont été apportés et selon moi, pour ce qui est des coûts, c'est qu'il faut reconnaître le lien entre l'utilisation dans la durée, c'est-à-dire combien il en coûte. Enfin, le coût du logement, c'est pas le premier. Bon, c'est effectivement un coût en capital initial, mais après ça, vous devez tenir compte des coûts d'utilisation. Et on voit que dans les logements abordables à caractère social, on voit que effectivement, on recherche davantage des gains dans la durée. C'est intéressant. On aurait pu penser que c'était coûteux, très coûteux d'entrée de jeu à cause de la technologie, mais si vous tenez compte du transport, ou par exemple si on construit dans le Grand Nord, à ce moment-là, on voit que la technologie est très rapidement rentable. Oui, tout à fait. Il y a des projets que vous pouvez acheter qui sont tout prêts, mais ils sont peut-être unique et coûteux, mais c'était intéressant d'en tenir compte dans ce projet. Mais la méthode de construction des murs est critique parce que le même panneau avec une valeur d'isolation rentable fait que vous n'avez peut-être plus, vous perdez l'isolation passive à cause des techniques utilisées. Dites-moi. Vous avez suivi donc les occupants. Vous avez dit que cela avait un effet d'appel sur les occupants potentiels. Oui, effectivement, ça a été pour un projet uniquement. Ça a été, il y a des, peut-être qu'il y a eu un propriétaire avant la construction, mais toutes les maisons ont été conçues d'après les spécifications, d'après le cahier des charges et ont été vendues après la réalisation. Mais dans un cas, il y a une maison qui était un prix pour Dream Home, une loterie à Kamloops en Colombie-Britannique. Et ça a été très intéressant parce que tout le monde savait exactement quel était le prix à remporter. Peut-être avoir peut-être que c'est des gens qui conduisaient déjà une Prius, qui étaient déjà attentionnés envers l'environnement. Et donc, la possibilité d'acheter une maison pour un ticket de $100, c'était quand même quelque chose. Alors, pourquoi dans la période de démonstration de 6 mois, il y a eu un nombre incroyable de visiteurs? C'est que la grande partie de ces visiteurs étaient venus voir la maison de rêve au printemps. Alors donc, ça permet effectivement d'exposer le projet. Mais il y a, dans certains cas, il y a des gens qui vivaient au centre-ville, qui avaient un enfant, qui allait à l'école, et c'était une communauté autour d'un terrain de golf, donc excellent pour la qualité de la ville. Les gens se sont dit, écoute, on va déménager en ceinture de la ville, on reviendra après avoir réparé la maison. Et les gens ont vraiment apprécié après avoir déménagé dans cette maison. Et ils ont apprécié, ils se sont dit que c'était idéal pour une jeune famille. Et ils ont décidé de ne pas revenir à cause de la qualité de l'environnement. On a 2 vidéos sur le site web où il est question de ce projet en particulier.
Les gens disent qu'en novembre, ils n'ont même pas branché leur chauffage. Donc, maison à faible consommation d'énergie, mais encore une fois, dans un environnement de qualité. Et ça a permis de voir que les gens, au départ, n'avaient pas forcément décidé de vivre dans cette maison durable, mais qu'ils l'ont fait après par choix, après avoir essayé la formule. Autre question. Concernant certaines technologies, les problèmes pour les utilisateurs, par exemple l'utilisation d'une pompe, mais également les ventilateurs de récupération. Il y a 7 ans, c'était pas forcément commun. Est-ce que vous voyez un problème du côté de l'utilisation de ces nouvelles technologies pour les occupants? Écoutez, je pense qu'il y a eu des problèmes de technologie avec certains systèmes et on a beaucoup investi là-dedans. On en a mis beaucoup, on en a rajouté, mais on a vu ce qui fonctionnait pas et quels étaient les problèmes, surtout dans le cas des occupants. Alors, évidemment, tout ce qui est passif, l'enveloppe, les systèmes de récupération de l'air, les panneaux voltaïques, tout cela, c'était couvert à part. Les gens, évidemment, voyaient quels étaient les avantages de ces dispositifs au niveau de la note d'électricité. Mais le système a causé des problèmes dans certains cas parce que c'est un système thermosolaire. Quand on a essayé de fournir de la chaleur, plutôt que en comparaison, par exemple, à la fourniture d'eau chaude avec des systèmes classiques. Et on a vu qu'il y a eu beaucoup de contrôles, beaucoup de mesures d'installation de systèmes de secours. Et on a vu une tendance se dégager dans le sens de la recherche de la simplification, pas d'utilisation thermosolaire pour, par exemple, le chauffage, mais pour l'eau. Et le système thermosolaire, évidemment, est tel que en été, on va avoir une surproduction et à un moment donné, on ne peut plus stocker. Mais avec des pompes à chaleur, on peut surproduire et on peut revendre au réseau. Et à ce moment-là, c'est la raison pour laquelle certaines équipes pour les projets de prochaine génération ont décidé d'opter pour un seul système de renouvellement énergétique qui est les cellules photovoltaïques. Autre question? Thomas, chaque fois qu'on parle, on a souvent parlé d'équilibrium, et j'apprécie vraiment beaucoup ce que vous avez dit. La question est de savoir à quel niveau nous en sommes pour ce qui est de l'adoption de ces projets. Vous avez dit que c'était possible maintenant de communiquer au sujet de ces technologies, mais quid des promoteurs, des constructeurs également? Est-ce qu'ils ont adhéré? Est-ce que vous pensez que Equilibrium, dans sa forme actuelle, est-ce que vous pensez que ce serait pas utile d'insister davantage pour amener davantage de promoteurs à adhérer à ce genre de projet? Est-ce qu'on pourrait aborder cela différemment? Quelle serait la prochaine étape? Je dirais que les initiatives nous ont permis de valider cette approche, d'aller chercher tout un certain nombre donc de projets, voir ce qui est réalisable. Et ce qui est intéressant, c'est que un projet abordable est viable dans le cadre de bâtiments de plusieurs unités, c'est-à-dire de faible hauteur, avec plusieurs familles, avec des logements multifamiliaux. Mais la prochaine limite
Ce sera donc des logements abordables. Et on voit que les gens qui construisent dans ce domaine recherchent vraiment des solutions de faible consommation d'énergie, surtout de façon passive, parce que évidemment ils envisagent la chose à très longue dans le temps. Quand vous avez une clientèle qui ne gagne pas beaucoup d'argent, vous devez gérer vos dépenses et bien gérer le risque financier. Et ces groupes de clients ont une vision à long terme et d'un certain côté, ça ne les préoccupe pas d'investir d'entrée de jeu pour récupérer à terme. Donc, si vous envisagez plutôt un placement financier où vous allez utiliser le bâtiment et le vendre assez vite, vous n'allez pas vous soucier du long terme. Mais disons que cette industrie du logement abordable va s'intéresser énormément à cela. Chris, je veux enchaîner sur cette question. Donc, effectivement, l'initiative Equilibrium était une façon de prouver la valeur du concept et il y a plusieurs initiatives qui sont lancées actuellement dans le secteur. Vous avez la coalition des logements ou des projets domiciliaires à net zéro. Donc, il y a une structuration autour de cela et il est temps que les gouvernements investissent un petit peu d'efforts et de temps dans ce domaine. C'est un excellent exemple qui est né dans le temps. Il y a beaucoup de recherches qui a été fait ici au Canada et ailleurs dans le monde. Et on voit maintenant la phase de commercialisation de ce genre de projet grâce aux efforts déployés au Canada avec les différentes parties prenantes pour que l'on arrive à un projet qui soit intéressant pour tout le monde et qui attire tout le monde. Effectivement, nous sommes partis des résultats de ce projet pour aller dans le sens du net zéro avec un programme de commercialisation de masse axé sur la facilité, sur la simplicité, avec des produits clés en main. Thank you. Merci.